5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Si nous avons le souffle, si nous profitons et jouissons des avantages de la nature, c'est du fait de la biodiversité. La biodiversité qui désigne donc toute forme de vie sur Terre, plantes, animaux, micro-organismes, tout ce qui fait la richesse de notre planète. Ces trésors sont aujourd'hui menacés et c'est pour alerter de l'urgence que l'Organisation des Nations Unies a instauré la Journée internationale de la diversité biologique le 22 mai, date d'entrée en vigueur donc de la Convention sur la diversité biologique signée en 1993. Souvenez-vous, après 4 années de négociations difficiles, 10 jours et une nuit de marathon diplomatique que William Apollinaire-Tchouki avait suivi de très près, plus de 190 États sont parvenus à un accord en décembre dernier à Montréal. Cet accord, ce pacte de paix avec la nature, appelé accord de Comines-Montréal, vise à protéger les terres, les océans et les espèces de la pollution, de la dégradation causée par les activités humaines et de la crise climatique. Concrètement, eh bien, les pays se sont mis d'accord sur une feuille de route visant à protéger 30% des terres et des mers d'ici à 2030, ce qu'on a appelé les 330. Alors, l'ONU appelle à des actions concrètes, de l'accord à l'action. Reconstruire la biodiversité. Comment justement y parvenir? C'est le nœud du forum de discussion de ce matin. Et autour de la table, des francs-parleurs. Alain Toussonon, bonjour et bienvenue. Bonjour, Emmanuel. Monsieur Sabo, comment allez-vous? Un plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin. Après quelques semaines de repos, écoutez, vous êtes de retour avec nous, pour continuer par opiner sur des sujets d'intérêt. Et puis nous sommes également avec le capitaine Augustin Oromatilo. Il est le point focal biodiversité au Bénin. Bonjour et bienvenue mon capitaine. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Et très bien, merci. Merci donc de vous joindre à nous pour le débat matinal, le forum de discussion de ce matin. Monsieur Sabo, on vous a vu défendre, ou continuer par défendre l'UPOV. Bien sûr. Non, l'intégration du Bénin dans... Je chasse l'UPOV. Je contribue à chasser l'UPOV du Bénin. Je la défends pas. Oui, vous défendez l'arrivée de l'UPOV au Bénin. Voilà, c'est ça. Défense. Défense, oui. Mise en défense. Mise en défense. De l'UPOV. Merci donc pour tout ce combat. Et vous êtes là ce matin, pas pour que nous parlions de l'UPOV. J'espère que vous n'allez pas trouver la passerelle. J'espère que vous n'allez pas trouver la passerelle. C'est un préambule. Non, c'est semence. En préambule, monsieur Sabo, nous allons signer un pacte de paix. Pacte de paix. Avant qu'on entre des hostilités. Ça vaut la peine, je crois. Ça vaut la peine vraiment qu'on ait un pacte de paix. Alors le pacte est signé, monsieur Sabo. Le pacte est signé. Ça va rassurer tout le monde. Ah bah oui. Il faut reconnaître que l'UPOV, c'est semence. Ouais. Semence, c'est la biodiversité. Donc on ne parlera pas de ça, mais on parlera de la biodiversité. Mais on vous demande de prendre la passerelle, quoi. Laissez la passerelle. Non, il y a un problème. Allez, voilà donc ce préambule ainsi défini, Alain Toussonon. Évidemment, on va parler de la thématique qui nous réunit ce matin. Il s'agit bien évidemment de comment reconstruire la biodiversité après l'accord donc de la COP15 à Montréal. Montréal qui est présenté un peu comme ce que Paris est pour l'accord sur le climat. Ouais. Bon, effectivement, je crois que vous l'avez si bien rappelé, avec cet accord, ce pacte mondial, il porte maintenant l'espoir de sauver donc, la biodiversité qui est aujourd'hui très menacée. Nous avons 1 million d'espèces animales et végétales qui sont menacées d'extinction et 66% donc, du milieu marin qui a été complètement modifié donc, par l'activité humaine. Nous sommes, et chaque pays peut faire aussi le point par rapport donc, à la perte donc, de la biodiversité. On a l'habitude de le dire, notre pays n'est pas un grand pays forestier, mais quand on sait que en termes donc de couverture végétale, en 10 ans, on a perdu 20% de la couverture forestière. Donc l'état des lieux, il est là. Et donc il faut pouvoir maintenant décliner ce pacte mondial-là en des actions au niveau de chaque pays afin d'arriver progressivement donc, à faire face donc, à cette menace qui est là. Nous avons bon espoir. C'est vrai que 2022, c'est tout près.
On attend maintenant que, effectivement, cela se traduise par... 2030, vous le dites? Non, en 2022, on a eu le pacte mondial. Ouais. Maintenant, il faut travailler à avoir une nouvelle stratégie parce que on avait un plan national stratégique jusqu'à 2020. Jusqu'à 2020. Maintenant, il faut pouvoir avoir un nouveau plan. Donc, qui décline ce plan mondial-là pour qu'on s'assure que ce que nous avons comme aujourd'hui réserve de biodiversité, à savoir nos forêts sacrées, à savoir les forêts classées qui sont menacées de dégradation. Nous avons nos 4 sites Ramsar qui sont là, les zones humides dont l'état n'est pas totalement bon, nous le savons très bien. Donc, comment faire aujourd'hui pour que le Bénin s'inscrive dans cette dynamique-là qui a été donc, je ne dirais pas annoncée, mais qui a été lancée plutôt à Montréal. Donc, on a bon espoir puisque le point focal est là, que effectivement, le Bénin va très rapidement ne pas attendre longtemps avant de pouvoir donc traduire en acte, puisque le thème dit de passer de l'accord à l'action. Donc nous attendons les actions et comme d'habitude nous serons là. William a tout suivi là-bas. J'espère que il ne va pas dormir et attendre un nouveau nouveau sommet. Alain ne rate pas l'occasion. Alain ne rate pas l'occasion il faut penser global, mais il faut agir localement. Et je crois que c'est au Bénin ici que nous attendons des actes pour que nous puissions être rassurés que notre biodiversité se portera mieux pour la santé, pour notre santé. Alors justement, William Apollinaire-Fouki, vous êtes un privilégié parce que vous étiez au plus près donc, de ces assises de Montréal qui ont débouché sur un accord historique, parce que c'était un accord attendu donc depuis 4 ans. Tout à fait. Depuis 4 ans, il y a eu donc des jours de suspense, des semaines de négociations, des jours de suspense et des heures d'attente avant que cet accord-là ne puisse être accepté de tous. Et aujourd'hui, cela suscite beaucoup d'espoir. Mais au regard de ce qu'on voit, si on essaie de transposer ce qui se passe avec l'accord sur le climat, la COP 21 donc de Paris, c'était bien ça, la COP 21 à Paris. Aujourd'hui, si Paris a pu susciter de l'espoir, aujourd'hui, de plus en plus, cet accord de Paris est en train d'être dénoncé parce que, justement, les plus gros pollueurs ne sont pas en train de tenir parole. Et on craint la même chose au niveau de la biodiversité, même si, comme le dit M. Savo, au niveau de la biodiversité, les gens sont un peu plus sérieux. Ouais. Non, c'est vrai quand même qu'au niveau de la biodiversité, on sent quand même certaines prises de conscience. C'est vrai que quand on prend les différents instruments, accord de Paris, il n'y a pas de contraintes par rapport à cela. Donc, les États sont un peu libres. Il n'y a pas de pression pour dire, OK, quand vous ne respectez pas telle décision, vous avez telle chose comme punition. Il n'y a rien. Il n'y a pas de mesure coercitive. Voilà, voilà, il n'y a pas de mesure coercitive. Il n'y a pas de force qui puisse vous dire, alors vous devez respecter de façon scrupuleuse telle décision. Pour l'accord commune Montréal, là aussi, il n'y a pas aussi de mesures coercitives, mais il y a quand même cette conscience, cette prise de conscience collective. On sent que les gens ont vu que si on se tait par rapport à la situation aujourd'hui, tout à l'heure, il y a des statistiques qui sont données. On parle de plus d'1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction. Il y a des champs qui disparaissent. Il y a des bétons qui remplacent les forêts. Il y a tellement de choses qui font qu'aujourd'hui, on se dit, mais si on va continuer à se taire, à ne pas réagir, à ne pas agir de façon rapide, j'allais dire à ne pas répondre, comme le dit le président, feu président français Jacques Chirac, que la maison brûle, qu'on regarde ailleurs. Si on va continuer à se taire par rapport à la situation, on risque d'avoir la même situation que l'accord de Paris. Mais je ne pense pas qu'on puisse en arriver là, parce qu'on a dit dans l'accord de Montréal qu'on veut au moins que chaque pays puisse avoir ne serait-ce 30% de son territoire à conserver. Je sais qu'au pays, au Bénin, on a quand même fait beaucoup d'efforts. Avec la création des aires marines, même si on n'a pas encore vu les choses de façon palpable, il y a une certaine volonté de pouvoir quand même arriver à conserver cet état de choses. Mais à l'interne, il y a de petites couacs qu'on doit lever, parce que quand on voit les zones humides, comment est-ce que nous continuons à les traiter, quand on voit un peu les forêts, comment continuer à les protéger, même si de façon éparse, il y a des actions de conservation qui doivent quand même faire exemple dans tout le lot. Il reste beaucoup à faire, je vous l'assure, Eman. On a encore beaucoup à faire quand même pour respecter cet accord. Un accord historique, un accord quand même qui montre que si on ne fait rien,
les 4 années à venir, ou du moins les prochaines années, on risque d'avoir pire. Aujourd'hui, déjà, il fait très chaud. On est en saison pluvieuse, mais déjà, on sent qu'il fait excessivement chaud. On n'a pas assez de pluie comme cela devait se constater. Et on sait que sans arbres, il n'y a pas de pluie. Alors, chaque jour que Dieu fait, nous coupons les arbres. Nous ne respectons rien en ce qui concerne la protection de l'environnement. Donc, il vaut mieux qu'on prenne conscience, qu'on se dise sans protéger la nature, alors là, on va partir, on va tous disparaître. Alors, Monsieur Sabo, aujourd'hui, si vous devriez faire, je vais dire, vous devez jeter un regard panoramique sur la situation de la biodiversité au Bénin, est-ce que vous allez employer des mots assez optimistes? Bon. Si nous ne sommes pas optimistes, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons disparaître. Donc nous sommes obligés d'être optimistes, mais ce que nous observons ne nous rassure pas. C'est ça, M. Toussoula a commencé par le dire. Et nous sommes tous conscients que là où nous allons aujourd'hui, en matière d'agriculture, ce n'est pas de la conservation, ça. C'est de la destruction. On fait tout en monoculture. Ce n'est pas normal. Et nous voulons que d'année en année, les surfaces soient dégradées. Les pratiques agricoles ne nous rassurent pas. Et heureusement, il y a quelques exemples qui nous rassurent pour dire, mais si on peut ressembler à ces exemples-là, ce serait bien. C'est ce que nous avons fait hier pour célébrer quelqu'un. Peter, que vous avez commencé par le faire, je vous remercie beaucoup. Depuis 2 semaines, vous avez commencé et continué à célébrer cette icône de la conservation de la nature. C'est très rare. Il a été directeur général de l'UTA. Il a eu peut-être de l'argent pour aller faire autre chose. Il a acheté 14 hectares à Drabogbo et il a donné au Bénin. Et il est là. Il est là. Il n'a pas découpé les 14 hectares en 25 sur 25 pour aller vendre lors de sa retraite. Il n'a pas dit, oui, mais maintenant, je peux faire du tourisme en fermant tout. Et si tu dois entrer là, tu vas payer 10 000, 20 000. Il n'a jamais fait ça. C'est pour tout le monde. Et c'est devenu un patrimoine du Bénin. Il ne peut pas rentrer en Suisse avec cette forêt-là. Donc, nous avons espoir que si les gens entendent ça, ils peuvent dire, je ferai comme lui. Si chacun fait comme lui, nous aurons beaucoup de choses. On a vu la forêt, mais on n'a pas vu ce qui est dedans. Il y a beaucoup de plantes, beaucoup d'espèces de plantes, beaucoup de variétés et beaucoup d'animaux. Ouais, hier, on parle de 650 espèces. Vraiment. Surtout les espèces en voie de disparition. Ouais. Et s'ils vous racontent ça, vous allez voir que... Non, c'est extraordinaire. C'est ce que nous voulons pour nos forestiers. Hier, on n'a pas vu l'ombre d'un seul forestier là-bas, mais c'était dans la commune d'Abou-Mekaravi. Personne n'était venu. On a fait il a parlé ici. On a mis l'information dans tous les réseaux. Personne n'est arrivé. Ça ne nous donne pas l'espoir que l'autorité ne considère pas ce qui se passe. Si vous quittez là, on va à Crédit ONG, qui a consacré toute cette vallée-là et a mis dans l'intercommunalité pour dire, voilà, j'ai eu cette idée à cause d'une seule espèce emblématique. Je me sers de ça pour dire, je fais cela. C'est ça, mais on n'a pas vu. Il y en a, si ces exemples peuvent se multiplier, on peut dire que nous pouvons aller vers là. Mais lorsqu'on parle de biodiversité, ce n'est pas seulement les forêts. Il y a aussi d'autres zones, les écosystèmes. Les écosystèmes, vous voyez, regardez le Nokoué, la Aimé, tout ça là. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien. On a fermé l'embouchure. Donc aucun poisson ne peut plus... On ne connaît pas le rôle de l'embouchure. On a fermé ça. C'est tant de pratiques que nous avons. Moi, nous sommes obligés d'avoir l'espoir. Mais si nous continuons dans ce sens-là, on ne peut rien faire. C'est depuis décembre. Heureusement que nous, tous les mardis, on parle d'environnement de biodiversité ici. Mais une voix officielle, je ne parle pas du point focal, qu'il soit clair, quoi. Ce n'est pas lui qui signe les accords. D'abord, il a un point focal spécial, que moi je félicite beaucoup. Nous devons l'encourager. Malheureusement, il a des chefs. Ce n'est pas lui qui décide. Je ne parle pas de lui. Depuis que les gens ont quitté Montréal, là, ça fait 5 mois. Vous avez vu une voix officielle venir ici vous dire oui, on a quitté là-bas. Parce que la COP, si on est obligé de faire Kunming, Montréal, c'est parce que Chine a raté. Et on doit rattraper le cycle. Donc dans quelques mois, on va encore retrouver le cycle
de ce sommet-là. Ça passe sur tous les 2 ans paix. Vous allez voir ça. Donc, on est à quelques mois pour le faire. Mais aucune voix officielle n'est venue ici depuis 5 mois pour nous dire, oui, on a un plan, un accord qui est ici. Et voici ce que nous envisageons de faire. On n'a jamais entendu ça. Peut-être qu'ils sont en train de travailler là-bas. Mais il faut que le peuple sache que lorsque vous allez à des réunions, ce n'est pas pour vous. Si l'État décide de prendre des accords, ce n'est pas pour eux. C'est pour que chaque citoyen, chaque commune, chaque village entreprenne des actions pour dire oui, on y va. Ce n'est pas le point focal qui va faire ça. Parce que l'on dit biodiversité, il y a l'agriculture, il y a l'éducation, il y a le commerce, il y a tout ça. Chacun doit savoir ce qui est prévu et savoir qu'est-ce que je dois faire. D'accord. Donc voilà, donc il manque l'information. Vous aussi, l'accord, les cibles ont consacré une partie pour l'information, la communication, la sensibilisation. C'est votre devoir d'exiger qu'on vienne vous dire qu'est-ce qu'on fabrique pour la mise en œuvre de ce plan global-là. Voilà, mais je précise, ce point focal que nous avons là, nous devons l'appuyer. Je lui ai dit ailleurs, je le dis maintenant. On a vu d'autres avant lui. Et je rends hommage à Akwewu. Le colonel Akwewu, il faut lui rendre hommage. Il a installé un centre pour former des jeunes chercheurs, pour aller à l'apprentissage de comment on découle la biodiversité, comment on peut documenter. Dès qu'il est mort, on a fermé. Si on continue de poser ces actions-là, on n'a aucune chance que ça aille de l'avant. Il est témoin de ce que j'ai dit. Il n'y a plus ça. Parce qu'aujourd'hui, si on est aussi le 22, autant de Akwewu, les ONG de la société civile actives dans la biodiversité, on dit, au lieu de parler de 22, nous allons parler de la semaine de la biodiversité. Il nous a écoutés et nous l'avons accompagné pendant tout le temps de sa vie. Dès que Akwewu est décédé, là, demandez ce qui se passe aujourd'hui. Je m'en arrête là d'abord. D'accord, très bien. Allez, on va se tourner à présent vers le capitaine Ouroumatilo pour lui demander justement quel est le plan d'action du Bénin pour évidemment passer à l'action comme le recommandent les Nations Unies. Merci beaucoup, M. Herman. Merci beaucoup aux autres collègues acteurs de la biodiversité qui ont accepté qu'on puisse ensemble échanger pour communiquer autour de la Journée internationale de la biodiversité et de la Semaine nationale de la biodiversité qui a commencé depuis hier avec un certain nombre d'activités. Et le cadre mondial sur la biodiversité commémorial est une opportunité pour l'humanité, est une chance pour l'humanité, en ce sens que en réalité, un cadre existait. Un cadre existait et qui a gouverné le monde, j'allais dire, de 2010 à 2020, que nous appelons les objectifs d'Aichi. Oui. Les objectifs d'Aichi étaient en réalité le cadre qui a gouverné le monde. Mais les objectifs d'Aichi à l'évaluation ont montré leurs faiblesses. Et le monde entier devrait prendre conscience de la situation, du déclin de la biodiversité. Et ça n'a pas raté. Tous les rapports scientifiques l'ont montré. En commençant par le rapport IPBES 2019, qui était l'un des premiers rapports les plus sérieux, parce que regroupant tous les scientifiques du monde, a démontré que si nous nous taisons, nous allons partir ensemble avec la biodiversité. C'est comme ça que c'est parti en réalité l'idée de nouveau cadre mondial. Et ça n'a pas raté. Les négociations ont été âpres, comme vous l'avez dit, pendant plus de 4 ans. Nous sommes passés dans tous les pays du monde pratiquement pour pouvoir s'entendre, négocier, renégocier. Et finalement, le consensus a eu lieu au petit matin du 19 décembre 2022 et un cadre mondial a été adopté. Et vous savez tous comment c'est devenu commémorial, je crois que vous l'avez dit. C'est devenu commémorial parce que c'était normalement à Kunming, en Chine. Et finalement, à cause de Covid, c'est passé à Montréal. Ce nouveau cadre, pourquoi tout le monde dit mais que c'est la référence? Pourquoi tout le monde dit mais c'est un succès? Pourquoi tout le monde dit c'est ce que l'accord de Paris représente pour le climat? C'est parce que le contenu en lui-même est ambitieux, avec des indicateurs opérationnels, avec des indicateurs compréhensifs, avec des indicateurs non discutables. Quand je prends l'exemple par exemple de la cible 3, la cible 3, que l'a évoqué d'ailleurs la cible 30-30,
qui dit que tous les pays doivent faire l'effort de passer à 30% de la superficie de leur aire protégée. Comme je me plais à le dire, je salue ce que le gouvernement du Bénin fait, je salue ce que le ministre du cadre de vie, des transports en charge du développement durable fait. Ils avaient déjà anticipé sur cette vision que c'est au niveau des aires protégées que nous avons plus de chances de mieux conserver la biodiversité. En réalité, c'est l'hypothèse de base. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous ne disons pas que les aires protégées sont protégées de façon intacte. Mais nous disons qu'au niveau des aires protégées, il y a plus de chances de mieux conserver la biodiversité. Et vous savez, quelqu'un aussi, M. Choki l'a évoqué tout à l'heure, le Bénin a déjà fait de très grands progrès. En dehors donc des 45 forêts classées, en dehors des 2 parcs nationaux, en dehors des 7 périmètres de reboisement, en dehors des 2 aires marines protégées que nous avons eues par l'unisson, c'est-à-dire l'union fait la force, hein, les différents acteurs, la contribution des différents acteurs, nous sommes aujourd'hui déjà à 28%. Et ce n'est pas terminé parce que nous n'avons pas pris en compte dans le calcul les forêts sacrées et les forêts communautaires que nous en avons suffisamment. Ouais. Donc, c'est pour planter le décor. Alors après l'adoption de cet accord, il s'agissait maintenant de voir, mais niveau pays, qu'est-ce que les pays doivent faire? Absolument, c'est ça d'ailleurs qui intéresse les Béninois. Et quand la délégation donc est rentrée, elle a été reçue ici, en réalité, pour faire le point de la participation du Bénin, et plusieurs ateliers ont été organisés. Plusieurs rencontres ont été organisées pour présenter le contenu, parce que c'est le premier acte, c'est faire connaître en fait le contenu du cadre mondial sur la biodiversité. Et on n'en aura pas suffisamment, on va continuer par travailler parce que ça va prendre du temps. Hein. On est presque pratiquement tous les week-ends, je suis dans une télévision ou dans une radio pour en parler. Et c'est valable pour les jeunes qui étaient avec nous, c'est valable pour d'autres acteurs qui étaient avec nous. D'ailleurs, monsieur Sabo qui est ici parle beaucoup du cadre mondial sur la biodiversité. Oui, parce que je suis pas la voix officielle. Il suivait en ligne, parce qu'il a suivi en ligne. Non, moi, j'ai eu l'accréditation du secrétariat pour suivre en ligne. Parce que j'ai refusé de voyager parce que je ne veux pas me faire vacciner. Les voix officielles sont venues ici pour en parler. Déjà. Les voix officielles, lorsque je suis ici, c'est le ministre qui m'a instruit avant que je ne vienne ici. C'est le directeur général qui a dit « Ok, je suis d'accord que tu partes en parler. » Donc, c'est des voix officielles. En réalité, pendant le lancement qui sera fait tout à l'heure de la Journée internationale de la biodiversité, c'est le ministre qui va prendre la parole officiellement pour en parler. C'est des voix officielles. Donc, en réalité, nous, on en fait, mais on n'en fait peut-être pas suffisamment, mais ça va continuer par se faire. Et nous sommes heureux de saisir cette journée, telle que le titre, d'ailleurs, la thématique évoque, que chacun doit se poser la question, tout au moins, pour savoir le contenu veut dire quoi. Ça permet à tout le monde entier, à tous les acteurs, de s'imprégner du contenu du nouveau cadre mondial. Et qu'est-ce qu'on devrait faire normalement? Absolument. Première chose, c'était donc communiquer autour de ce cadre mondial sur la biodiversité. Nous en avons fait merci à tout ce que vous faites ici pour nous, et toutes les radios, et toutes les télévisions, même les journaux qui reviennent là-dessus. Vraiment, c'est pas rien, mais c'est pas suffisant sûrement. Nous allons continuer par le faire. Deuxième chose, nous devions réviser les documents stratégiques du pays. Et je crois que monsieur Tossonon l'a évoqué tout à l'heure. Ouais. Le document de SPAN-B, c'est le document référence. Ouais. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le domaine de la biodiversité et que vous devez formuler un projet, vous devez formuler une action, l'action doit prendre référence, doit avoir son ancrage au niveau du document que nous appelons la SPAN-B, Stratégie Plan d'Action Nationale pour la Biodiversité, niveau pays. Et tous les pays disposent de ce document-là. Ça veut dire que si vous voulez formuler un projet, vous voulez mobiliser des ressources financières et que vous ne maîtrisez pas votre SPAN-B, c'est que vous avez peu de chances de réussir au niveau de la biodiversité. Donc, c'est la révision de ce document maintenant en tenant compte du cadre mondial sur la biodiversité et qui a commencé déjà. C'est tout un processus et selon le planning qui a été établi par le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, la date limite, c'est octobre 2024. Octobre 2024 pour un travail qui peut durer environ 3, 4, 5 mois. Et nous avons déjà commencé, nous avions même commencé avant d'aller à la COP, parce que nous connaissions en fait l'orientation générale, les orientations générales au niveau de ce cadre mondial. Donc, aujourd'hui,
la révision, la mise à jour de la SPAN-B a commencé au niveau de la Direction générale des eaux, forêts, chasse, à travers des contacts, le contact des experts, à travers le contact d'un certain nombre de groupes ciblés, et qui va finir par des ateliers régionaux, qui va finir par un atelier national pour valider donc le plan d'action, le document de SPAN-B. Et là, ça va être le début de la mise en œuvre, en fait, du nouveau cadre mondial sur la biodiversité. Alors, je voudrais finir. Oui, allez-y. Oui, effectivement, bon, je ne sais pas pour répondre au grand frère, mais ce qu'il a dit, et peut-être que c'est vrai, peut-être que je ne sais pas. Hier, vous savez que c'est le 22 mai. Tous les forestiers sont au front hier. Tous les acteurs sont au front, chacun de son côté, pour célébrer en sa façon la journée de la biodiversité. Donc, ne pas avoir un forestier ne veut pas dire que nous ne vous soutenons pas. Moi, j'ai dit commune. Ah oui, voilà, au niveau de la commune. Oui, à Bobé-Calavi. Il n'y a pas un forestier seulement. Oui, les collègues sûrement étaient au front. Et vous savez que nous avons aussi la journée nationale de l'arbre qui s'annonce. Et c'est une période très chargée pour nous. Pourtant, on était totalement de cœur avec vous. Mon capitaine. Oui, donc voilà. Alors, je voudrais m'en arrêter là d'abord. D'accord. Alain Tossenon, évidemment, on parle de grands accords, on parle de gros documents, SPAN-B, évidemment, tout ce qui tourne autour de la biodiversité en termes, je vais dire, de nomenclature, en termes de documents et tout le reste. Mais pour le Béninois, pour monsieur tout le monde, monsieur de la rue, comment est-ce qu'on lui explique, d'accord, qu'il doit contribuer à la préservation de la biodiversité? Non, et c'est là où je crois que après cette phase d'élaboration et d'adoption donc de ce document de planification, il va falloir maintenant aller vers des messages forts pour parler au grand public comme vous le dites. Et je crois que c'est important d'associer les uns et les autres, que ça ne soit pas justement l'apanage des simples experts ou acteurs qu'on connaît, mais d'avoir à concevoir des messages pour parler aux citoyens. Parce que la question de la conservation de la biodiversité, ça doit être une affaire de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, chacun de nous pose des actes qui ont un impact sur cette biodiversité-là. Quand des gens choisissent aujourd'hui d'abattre tous les arbres lorsqu'ils font un champ ou d'aller s'installer même dans une zone humide, donc à travers les différents actes que nous posons, nous impactons négativement cette biodiversité-là. Donc, il faut concevoir des messages forts qui vont parler et qui vont amener les gens à changer de comportement. Donc, c'est en cela que je pense que tant qu'on n'aura pas cette vaste campagne-là pour conscientiser donc chaque citoyen, on n'arrivera pas à bout. Parce que vous voyez aujourd'hui, vous voyagez et puis bon voilà, au bord de la rue, les gens ils tuent, comment on appelle, tous les animaux, on vous vend ça. Comme un trophée. Comme un trophée. Je pense que et on sent que véritablement, cette prise de conscience collective, on ne l'a pas encore suffisamment. Il ne faut pas que cela reste au niveau de quelques, je dirais, privilégiés, mais que véritablement, on sente qu'au Bénin, comme on voit dans d'autres pays, quand vous allez, je ne sais pas, au Kenya ou au Burundi, mais vous sentez là-bas que le citoyen est beaucoup plus préoccupé de la conservation de la biodiversité que dans nos pays, où nous, on veut tout détruire. C'est-à-dire qu'on a une tendance à vraiment tout détruire, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, on veut détruire. On s'en fout. Et ça, je crois que c'est quelque chose que le document devrait prendre en compte. Pour que dans sa déclinaison, pour que dans ces messages forts-là, qu'on sente qu'effectivement, là, on est en train de travailler pour élever cette conscience donc citoyenne dont vous parlez. Et je crois que c'est très important. Il ne faut pas que le document reste juste là et que, bon, ça soit toujours les mêmes ONG, mais qu'on arrive à interpeller le citoyen sur sa responsabilité individuelle par rapport à la conservation. L'autre chose, c'est qu'il faut innover. Parce qu'on a eu la première phase avec l'ancien document jusqu'à 2020, de 2011 à 2020. Maintenant, nous devons innover. Nous avons aujourd'hui les réseaux, les outils numériques et tout ça. Nous avons une jeunesse qui de plus en plus est consciente et mobilisée, organisée, parce qu'il y a des jeunes qui étaient également à Montréal. Comment on les associe?
comment aujourd'hui nous avons vu l'Église catholique qui a lancé, comment on appelle le concept d'église verte, mais il y a également les chefferies traditionnelles qui aujourd'hui avaient un pouvoir de conservation de nos forêts sacrées. Si les forêts sacrées ont pu résister à la dégradation beaucoup plus que les forêts classées, qui aujourd'hui sont envahies pour l'agriculture, sont envahies pour, comment on appelle, il y a des gens qui les envahissent pour aller s'installer. Donc, comment on fait également pour lancer le même mouvement au niveau des chefferies traditionnelles? Parce qu'aujourd'hui, on sent que de plus en plus, ces chefferies traditionnelles ont également perdu la main. Il faut que ce document, par exemple, prenne en compte suffisamment nos chefferies traditionnelles qui ont encore quand même une influence sur nos communautés afin que ces chefferies traditionnelles aussi puissent. Donc, il faut innover dans ce nouveau document pour que la question de la conservation de la biodiversité ne soit pas seulement l'apanage des simples acteurs que nous voyons très souvent en scène et que ça soit véritablement démocratisé. D'accord. Alors, William Jokis, il y a aussi un pan qui a été pris en compte dans l'accord de Montréal. C'est bien évidemment la question des pesticides. Aujourd'hui, dans nos pays sous les tropiques, c'est clair, on n'est pas encore totalement prêt à tourner dos à ces pesticides, à ces matières chimiques. Non, c'est vrai que l'accord de Montréal a mis un accent par rapport à cet aspect de la chose qui demande à ce qu'on réduise de moitié, de 50% l'utilisation des engrais chimiques. C'est vrai qu'au pays aussi, il y a aussi une certaine prise de conscience en ce qui concerne l'utilisation abusive de ces engrais chimiques, même si par endroit... Est-ce qu'il y a déjà une prise de conscience au niveau des acteurs eux-mêmes? Au niveau des acteurs, c'est vrai qu'on sent encore une certaine faiblesse de prise de conscience. Je vais prendre par exemple l'exemple d'une commune que nous connaissons tous, c'est Banikwara, où quand vous allez, aujourd'hui, on sent que l'utilisation de l'engrais chimique est la chose la plus partagée. À ce niveau aussi, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on doit corriger. Mais si vous permettez, Eman, je voudrais revenir par rapport à la question posée à Alain. Vous avez demandé quels sont les exemples pratiques terre à terre qu'on pourrait donner aux populations pour comprendre un peu. Oui, parce que quand on vient ici s'asseoir un mardi, parler de biodiversité, ça fait débat presque d'intello. J'avais déjà commencé par le dire. J'ai dit, on est en saison pluvieuse et on ne sent pas qu'il y a plu. On ne voit pas la pluie venir et il fait excessivement chaud. On sait qu'avec l'arbre, quand on a l'arbre, on peut attirer la pluie. Voilà des exemples qu'on peut montrer aux gens. Je prends encore un autre exemple. Hier, par le passé, il y avait tellement d'animaux qu'on retrouvait dans nos différentes maisons, même dans les forêts, dans les localités un peu reculées. Mais aujourd'hui, qu'on ne retrouve plus. Si il y a des millénaires, on parlait de dinosaures, et que nos grands-parents par le passé ont vu ces animaux, si aujourd'hui, nous, on ne les voit pas, ça veut dire quelque part qu'il y a eu d'extinction de ces animaux. J'ai entendu dire que dans un pays, je crois que c'est le Kenya, on a dit qu'on a tué 10 lions par des chasseurs. Je crois bien sûr. Mais est-ce qu'on va continuer à se taire, à continuer à tuer ces animaux, si aujourd'hui dans notre pays, on a au moins 4 des Big Five? Est-ce qu'on va continuer à tuer ces animaux pour que demain nos enfants, nos petits-enfants ne puissent pas aussi connaître ces animaux? Voilà autant d'exemples. Derrière nos maisons, avant, par exemple, il y a des oiseaux qui chantaient. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans nos différentes maisons, dans nos différents villages, on n'a plus ces oiseaux qui chantent. On n'a plus ces animaux qu'on voit tourner autour de nos maisons. Voilà des exemples simples qu'on peut partager avec les gens pour leur montrer que, alors là, si on continue à pratiquer l'agriculture telle on le fait sur brûlis avec de grandes surfaces, voilà dit que quand plus on a de grandes surfaces, plus on aura de rendements plus grands. On va continuer à abattre les forêts. Et revenant par rapport au rôle que doivent jouer les chefferies traditionnelles, l'exemple de Peter quand même est patent. Voilà une famille qui a un domaine sacré, mais parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens, d'autres ont conservé leur tradition, ils sont allés devant les tribunaux, mais ceux qui sont chrétiens ont gagné le procès. Pour eux, il faut vendre la parcelle. Ok, ceux qui sont traditionnels disent, ok, comment il faut faire pour conserver cette forêt? Ils ont tout fait, ils ont vendu la forêt à quelqu'un qui n'est même pas du pays, mais qui a protégé cette zone et aujourd'hui conserve cette forêt avec ceux qui sont les traditionnalistes. Donc, quelque part, ceux qui sont de nos chefferies traditionnelles continuent à faire les efforts. Quand même, vous allez par exemple à Porte-Novo, je sais souvent quand il y a des conflits, quand par exemple les gens sortent, ils versent de l'eau un peu partout, il suffit qu'on sorte les raffias, des embêteurs, qu'on installe, des rameaux, et plus personne n'aille vers ces zones pour faire ces actes d'action. Donc, je me dis, l'exemple aussi de Grand Popo pour la conservation de la mangrove.
Il a suffi que l'ONG Eco-Bénin puisse mettre en contribution les embêteurs et puis plus personne ne va dans ces milieux-là. Donc, quelque part, il y a quand même des choses qui continuent d'être faites pour protéger nos forêts. D'accord. Mais par rapport à votre question pour les pesticides, c'est une question délicate. Eman. Mais il y a de l'espoir parce qu'avec la guerre en Ukraine, on a vu comment le coût des engrais a commencé à augmenter. Peut-être que ça va nous aider à prendre confiance. Le gouvernement a procédé quand même à des mesures de subvention. Oui, mais la guerre continue. La guerre continue et on ne va pas continuer à acheter cher. Il faut aller vers la fabrication donc des biofertilisants. Il y a des exemples aujourd'hui, il y a des bonnes pratiques. Maintenant, il faut passer cela à l'échelle. Et le document devrait prendre en compte également cet aspect de la chose, où on doit fabriquer davantage de compost, de biofertilisants, pour progressivement aller à cette transformation-là de l'agriculture. On sent qu'il y a beaucoup d'ONG qui vont dans ce domaine de fabrication de fertilisants bio. Donc, c'est des échelles, des actions qu'on doit encourager. Je sais aussi qu'aujourd'hui, quand on parle... Il faut les soutenir. Je sais aussi qu'au niveau de la production du coton... Il faut insister sur ça. Soutenir dans le document de politique du Bénin, document agricole, on doit dire, nous avons, avant, là, on utilisait 100% pesticides chimiques. Il faut maintenant qu'on dans les 5 ans à venir, nous voulons aller peut-être à 50%. Je sais qu'il y a aussi le projet, je crois que c'est ça des indicateurs. Tasco, qui aussi promeut aussi l'utilisation du coton bio. Mais c'est quand même une étape. Très bien, une étape, je suis d'accord. Tradition écologique initiative qui naissent agroécologique dans les zones côtières. Mais il faut les capitaliser, il faut les documenter. Maintenant, il faut passer à l'échelle. Parce que quand le projet finit, parfois, très souvent, les acquis tombent. Il faut absolument arriver à consolider ces acquis-là. Alors, William, si vous permettez, on va recevoir juste à votre place. Merci déjà au passage. Merci, vous étiez avec moi depuis 6 heures. Je vais en venir à vous tout à l'heure, mon capitaine. Soyez rassurés, vous aurez tout le temps pour... des questions importantes sur lesquelles il faut élucider. Absolument. Alors, on va recevoir M. Mauti Mariano Tchobé. Il est le président bénin de l'ONG Afrique Espoir. Avec lui, certainement, et sans doute, on va évoquer ce que fait donc son organisation pour participer justement à la préservation de la biodiversité. Bonjour M. Tchobé. Bonjour M. Herman. Comment allez-vous? Ça va. Tout paraît aux couleurs donc de votre ONG ce matin. Oui, nous sommes aux côtés du capitaine pour essayer de rendre un peu plus visible ses actions sur le terrain en matière de la biodiversité. D'accord, on va en revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de me tourner vers M. Sago justement pour parler de cette question liée aux pesticides parce que c'est prévu par l'accord sur la biodiversité et d'ailleurs ils disent eux-mêmes que ce n'est pas forcément gagné puisqu'il y a déjà des zones de résistance. Des pays comme le Brésil, l'Inde, l'Indonésie ne sont pas favorables justement à cet accord-là sur la réduction des pesticides. C'est pour dire que chacun défend ses intérêts. Vous avez vu, Brésil, Russie, Ukraine, tout ça là, c'est des vendeurs et ils prennent les autres comme des marchés. Si nous devons dire que nous dépendons totalement à 100% et constituer de véritables marchés, ils vont applaudir des pieds et des mains parce qu'eux, ils ne veulent que ça. C'est ça. Et chez eux, il n'y a pas d'autres alternatives que ils ont déjà tout perdu. On ne fera que ça. Et ils ont la sécurité sociale chez eux. Nous, on n'en a pas une. C'est ça. Donc, nous avons des opportunités ici. Moi, je connais beaucoup de sociétés ici qui font, je vais citer des noms, qui font des pesticides, des fertilisants vraiment naturels et qu'on connaît. Pourquoi ne parle-t-on pas de ça? Nous avons toujours parlé de l'agroécologie. Ce n'est pas nous seuls qui parlons de ça. Ça existait depuis. On a dit de réveiller pour que tout le monde sache en quoi consiste l'agroécologie. Monsieur Tossoula a parlé de... Il ne faut pas exclure les gens. C'est la cible 1. Cible 1 a dit... Il faut lire les choses pour que les gens aillent lire par eux-mêmes. On dit veiller à ce que toutes les zones fassent l'objet d'un aménagement du territoire participatif, intégré et inclusif. Mais ce qui se passe au Bénin, là, vous avez vu que c'est comme ça? Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas inclusif. Il faut laisser les pratiques d'exclusion. Les gens ont la volonté de dire je fais quelque chose. Même ceux qui étaient là avant. Lorsqu'un projet arrive, on les exclut. Ces pratiques, le thème de cette année nous dit il faut laisser ça.
de l'accord à l'action, reconstruisons la biodiversité. Donc, si on continue de faire de la monoculture, tout est aujourd'hui en monoculture. Et lorsqu'on dit monoculture, c'est utilisation massive d'engrais chimiques et de pesticides. Vous avez parlé de subvention. La subvention est dangereuse parce que le paysan ne veut rien acheter. Il veut tout moins cher. Dès que tu lui donnes sa fata, tu lui dis, reste tranquille, ne fais plus rien d'autre. Mais c'est pas gratuit, hein, c'est pas gratuit. Non, lorsqu'on dit subvention, c'est encourager les paysans, les utilisateurs à utiliser davantage ce qu'on leur donne. C'est ça. C'est réduire le coût de revient du ça produit dans un contexte de conjoncture. Mais dans un pays, on parle aujourd'hui de One Health. One Health. La santé unique pour tout le monde. Ça dépend de la santé de l'environnement, de la biodiversité, la santé des animaux et la santé de l'homme. Si tu consommes les pesticides, tu te rends malade. Lorsqu'on arrose nos terres de pesticides, on les dégrade. On détruit la biodiversité. C'est pour ça que moi, mon appel, je vais toujours continuer à dire la même chose. Dans l'intérêt des populations. Si tu manges mal, tu seras malade. Il n'y a rien pour te venir en aide. Alors que tu as la possibilité de choisir. Qu'on nous donne la possibilité, c'est ce que le texte dit ça. Donner la possibilité à ceux qui ne veulent pas se faire contaminer de se nourrir autrement. D'accord. On parle de la nutrition. C'est que les enjeux sont là. Ils sont multiples et multiples. On va cesser d'envoyer les gens facilement dans les hôpitaux, facilement dans les cimetières. D'accord. On va se tourner vers si on dit la cible 7 là, oui. C'est ce que la cible 7 veut dire. C'est-à-dire que le capitaine, moi, il est dans son rôle. S'il vient ici, dans cette tenue-là, il porte la voix officielle. Nous, si on vient ici comme ça, on porte la voix du peuple. Et nous voulons des populations bien portantes pour que le Bénin se développe mieux. Pour que les hôpitaux soient vraiment dégraissés et que la vie, le peuple ait le paix et la paix. D'accord. C'est ce que nous voulons. On va se tourner vers le capitaine Ouroumatilo qui a justement un certain nombre de réajustements à faire. D'abord, qu'on fait comprendre que le cadre mondial sur la biodiversité a été préparé pendant 4 ans. Et ça a été vraiment de rudes négociations. Mais c'est encore provisoire, il faut dire ça aux gens. Oui. Le test que nous avons là, un test provisoire. Le groupe Afrique s'est battu corps et âme. On a vu. Sur un certain nombre de cibles, de points, dont la prise en compte des connaissances traditionnelles. Les cibles 20, 21, 22. Et comme comparaison n'est pas raison, comme le fait les cibles que la radio nationale a choisies aujourd'hui, justement, c'est les cibles que vous venez d'évoquer. Comment les connaissances traditionnelles ont été prises en compte dans le cadre mondial sur la biodiversité. L'article 8J de la Convention sur la diversité biologique. Oui, bien sûr. Et le 10C qui parle des usages vraiment... on va permettre au capitaine... Oui, donc, non, c'est ça. Si on interrompt à chaque fois, il va perdre le fil. Je l'appuie. Mais si on interrompt à chaque fois, il va perdre le fil. D'accord. Donc, c'est suffisamment pris en compte. Et des projets ont déjà... Des acteurs ont commencé déjà par valoriser ça. L'ODDB a mis en œuvre une action dans l'OME parce que l'esprit, c'est impliquer désormais nos religions de quelque type que ce soit, à contribuer à la sensibilisation des communautés dans la conservation de la biodiversité. Et là, nous les Africains, on s'est battu corps et âme pour que cette cible-là soit prise en compte. Parce que nous savons ce que vaut, et nous, le Bénin, nous, on était un des leaders dans ce... D'ailleurs, on était le porte-parole du groupe Afrique dans cette cible-là. Parce que chez nous, rien ne vaut les forêts sacrées. L'exemple des forêts sacrées au Bénin, c'est un exemple qu'on doit partager un peu partout dans le monde. Comment? Parce que ces forêts sacrées, personne ne touche, mais là où c'est pas sacré, on peut tout couper. Et ça vaut un exemple. Donc, autant tout sacraliser. Autant tout sacraliser. Il faut les reconnaître officiellement. Oui, bien sûr. Donc, nous devons passer des forêts classées qui sont en train d'être dégradées à des forêts sacrées. Les transformer en forêts sacrées. Oui, voilà. Donc, non, c'est important. Tout à fait. Donc, il y a eu de... Capitaine,
on doit les reconnaître officiellement Comme des dans un document. Non, ça vient. Ça vous vient. voyez, non? Dans le document, Ça vient. la nouvelle politique forestière, c'est prise en compte. Non, mais Dans le code forestier qui est en préparation, c'est totalement pris en compte. On est désormais. rassuré. Oui, On est rassuré. donc ça vient d'ici, là, ça va. D'ailleurs, la nouvelle politique a été adoptée On est rassuré. et c'est totalement pris en compte. On est rassuré. Donc, les forêts sacrées deviennent une valeur vraiment à exporter, s'il faut le dire aussi. Donc, il y a cet aspect. Il y a l'aspect que je vous ai. Donc, c'est suffisamment pris en compte, les aspects d'implication des communautés. Et je dis, nous, le temps ne nous permet pas de revenir sur toutes les cibles. Nous en avons 23. Oui. Et beaucoup d'aspects ont été pris en compte. Et généralement, je parle de 4 cibles qu'il faut nécessairement connaître dans ce document-là. Je parle de la cible 3, la cible 30-30 que vous avez évoquée. Je parle de la cible 7, la cible pesticides, justement. Pesticides. Sur Mais lequel il faut partir de la cible première. le temps ne permet pas de revenir. C'est l'exclusion. Toutes les cibles sont bonnes. Oui. Toutes les cibles sont bonnes. Et je se dis. tiennent, et se tiennent. Et se tiennent. Voilà. Je parle de la cible 13, qu'on n'a pas le temps d'évoquer, D'évoquer. sur lequel au moins on s'accorde. Je sais. On s'oppose sur tous les points, mais sur la cible 13, on s'accorde. L'ISN. Bien sûr. Information séquençage numérique. Ça, c'est encore un problème. Ça, c'est un autre problème qu'on a. C'est Au moins, sur ce point, on s'accorde tous pour dire que, de point de vue génétique, tout ce qui a été pillé doit nous revenir. Ouais. Ça, au moins, on s'accorde tous là-dessus. Oui, Bon, mais- et puis la cible 20 qui parle donc des questions de mobilisation. Voilà, D'accord. c'est ça. Donc, voilà des cibles sur lesquelles, nécessairement, même si vous ne connaissez pas le document, il faut maîtriser ces D'accord. cibles. Mais- C'est mais- pour mais- dire. non, C'est non, pour dire. Il faut appeler le capitaine pour dire que On a encore 5 petites minutes. les, Pensez à optimiser le temps. Il y a autorités notre ami. d'Haïti n'avaient pas bénéficié de beaucoup de financements Oui, oui, tout à fait. parce que les objectifs n'étaient pas clairs. Tout à fait. Maintenant, comme les gens ont vu que c'est clair, Tout à fait. c'est bien défini, c'est Bien bien de clair, même, c'est clarifié, il y a c'est des, clair, oui. il y a des gens qui s'expriment maintenant pour appuyer financièrement oui, toutes les oui. initiatives. Mais là, il faut Et vouloir vous savez que traduire ça dans une- notre document national. D'accord, Oui, et on va se tourner. Et le document est en traduction, est en voie de traduction Voilà. dans un certain nombre de langues. Les 6 langues. Dans les 6 langues nationales. Aujourd'hui, le processus a déjà commencé pour que tout le monde ait accès au cadre mondial sur la En tout cas, au biodiversité. niveau des communautés locales, je le dis ici, toutes les cibles qui ont besoin d'être révisées aujourd'hui sont presque déjà révisées. Et le document des communautés locales, des peuples autochtones est presque prêt pour être adopté. D'accord. On va se tourner vers M. Marouti Mariano Tchogwe, le président donc bénin de l'ONG Afrique Espoir. Bonjour M. Tchogwe. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va. Très bien. Alors, vous avez suivi quand même un peu les débats sur le J'avoue plateau. que Oui. avoir faim et regarder les gens manger, ça fait mal. Parce que tout ce qui a été dit, j'étais déjà en train de vivre ça déjà. Oui. Je vois que l'intérêt que le Bénin porte pour la biodiversité est à juste titre. Parce qu'on ne peut pas conserver ni restaurer sans s'appuyer sur ce qu'on avait connu. Ce qu'on avait connu, c'est qu'aujourd'hui, on décrit les chasseurs, tout ça, mais c'est la communauté à la base qui protégeait mieux la biodiversité. Bien sûr. Et vous ne pouvez pas aller dans des régions données et commencer par faire des opérations comme vous voulez dans le temps. Ce n'est pas ni le forestier, ni un agent qui va te dire on ne fait pas ça parce que telle plante nous sert à faire telle chose. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu vers les palétuviers, vers Togmela, ce n'est même pas avec grand propos que c'est détruit. Hein. Mais quand vous regardez un peu ce qui se passe, on a fait ce combat-là pendant longtemps, dit les dragages qui sont dans les zones peuvent aller vers les grands lacs, les lacs de Koué, aller vers Pomassé, pour permettre d'approfondir l'eau. Et là, ça régénère la biodiversité à ces endroits-là. Et ça préserve la biodiversité de l'autre côté. Mais bon, comme le dit le doyen, et je voudrais quand même le remercier pour son combat, il faut que l'autorité commence par regarder qu'est-ce qui se passe à la base. Il faut impliquer les acteurs qui ne sont pas déjà dans leur système. Il faut regarder vers les ONG, vers les organisations, vers la tradition. Monsieur Peter a fait un travail formidable. Et quand vous regardez aujourd'hui, si on peut commencer par mettre des moyens à la disposition des gens qui ont déjà cette vision-là, les forêts sacrées seront encore d'autres zones qui seront complétées par ces gens d'endroits qui sont vraiment époustouflants en matière de conservation de la biodiversité. Et la semaine de la biodiversité, je pense que si vous avez l'occasion, nous serons toujours disponibles pour venir discuter. Absolument. Parce Pourquoi que mardi prochain déjà vous prenez le rendez-vous? je prends. Mardi prochain. William Apollinaire Tchogwe, est-ce que vous validez? Parce que Si vous validez, envoyez le je pouce. suis pas rassasié. Juste du pouce. Un signe du pouce et c'est bon. C'est validé. Je ne suis pas rassasié parce qu'il faut qu'on applaudisse.
Vous voyez, aujourd'hui, on a eu le cadre mondial. Mais combien de temps on mettra au Bénin pour rendre ça opérationnel, pour se conformer au terme de l'année, l'action? C'est prévu dans la semaine de la biodiversité et demain l'atelier va s'occuper de comment les Béninois veulent l'opérationnaliser. Non, ici, Allez, on va- c'est pas les Béninois. Non, moi, je pense que tous les Béninois savent que leur vie dépend de la biodiversité et chacun à son niveau mène des activités. Moi, je veux comprendre. On va voir dans peut-être le budget 2024 en matière de biodiversité action de combien le budget a été augmenté par rapport au plan. C'est des indicateurs. C'est ça des indicateurs. C'est prévu, doyen. On va voir ça. Oui, c'est prévu. Parce que si à la fin, on doit pouvoir évaluer. Oui, bien sûr. Voilà. C'est prévu. C'est parce que ces indicateurs-là n'ont pas porté C'est ça. qu'on est revenu encore à Koumé Oui, à Koumé. Memorial. Maintenant, on ira à où encore? Ah, où encore? Monsieur, On y a où encore? je vous l'avais annoncé, ce sont des francs-parleurs. Et ça n'a pas menti. Malheureusement, le temps est parti pour le forum de discussion est terminé. D'aller dans tous les détails. On a même réussi tous les maladies. On a quand même fait plus de 52 minutes de Ouais, débat. ça Je une pense qu'on bonne a- heure environ. on a pu tirer l'essentiel. Soyez rassurés, monsieur Tchogbe, que vous aurez donc votre temps de parole qui sera rattrapé mardi prochain sur 5 sur 7 matin. On va évoquer encore cette thématique-là de fond en comble pour permettre justement aux populations de mieux cerner ce dont il est question afin que chacun à son niveau puisse contribuer à la préservation de la biodiversité pour qu'il n'y ait pas forcément un gendarme derrière les Béninois avant qu'ils ne puissent protéger ceux qui les nourrissent. Et c'est pas l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de tout le monde. chacun de nous. Bien sûr. Si tu n'apportes pas ta contribution, il fera chaud, il fera mal vivre chez toi, mais tu n'accuseras personne. Du côté de la Direction générale des eaux et forêts, il y a la semaine de la biodiversité qui est en cours. Donc faites un tour, il y a des stands d'exposition. C'est où déjà? À Kwakwa, D'accord. en face du ministère de la Santé. Il y a les expositions pour valoriser tout ce que les détenteurs des connaissances traditionnelles ont découvert D'accord. sur la biodiversité, sur le plan. Ça a commencé depuis hier. D'accord. Mais Et il ça faut fait... après, mon capitaine, il faut aller vers eux et parler aussi avec ces chefferies traditionnelles. Bien sûr, bien sûr. Oui, Alain, ça- vous ça n'avez va pas être- d'exposition par hasard? Non, pas encore. Pas des encore. produits de la biodiversité. Nous vous attendons, il y a encore des stands pour vous. Mais ce qu'il a fait ici, D'accord. ce qu'il a fait ici vaut plus que les expositions. Absolument. Parce qu'il a parlé au monde entier. D'accord, très bien. Merci beaucoup à vous, Vous messieurs. aussi, quoi. L'ORTV également. Merci à merci, l'ORTV, monsieur Savo. merci à nos autorités aussi qui nous ont autorisés à venir ici parler de cette question. Encore 3 derniers rendez-vous. Marc Serwaï, avec lui, on parlera de sorgho, cette céréale sous-tropicale. Juste après, Blaise Adamko pour les sports, on revient sur la Super League Pro et enfin la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.